Certains jours, quand je rentre chez moi, non loin de mon école, après avoir enseigné à une classe particulièrement difficile, il m'arrive de me demander ce que sont devenues toute cette beauté, toute cette conscience de la magie du corps. Je pense aux nombreuses fois où j'ai fait l'expérience d'aventures étranges. Certaines m'ont été racontées par mes parents, il en est d'autres dont je me souviens. Il me semble avoir toujours montré une grande curiosité pour la vie, les actes des autres, les êtres. Un peu ce dont parle Empédocle quand il affirme avoir été successivement un garçon et une fille, un buisson, un oiseau et un poisson muet. En d'autres termes, quelques gouttes de ces souvenirs d'identification passée s'écoulent sur moi. Ni réincarnation, ni métamorphose, rien d'analogue. Je fais référence à la divinité de la mémoire, aux fragments d'une mémoire, à ces choses de valeur que nous oublions et dont le corps et l'esprit choisissent de se souvenir. Comme l'a dit Emily Dickinson, l'intuition récupère la clé que la mémoire a égarée. Ce qui parfois me manque dans une classe de danse, ce n'est pas la perfection, car certains de mes élèves ne connaîtront jamais l'instant de la technique aboutie. Je n'exige au début aucune trace de perfection. Ce que je réclame, c'est l'enthousiasme à l'endroit de la vie, la curiosité, l'émerveillement ressenti quand on sait vraiment se mouvoir, le travail qui permet de réussir une première ou une cinquième position impeccable. C'est l'excitation qui en est, l'avidité, l'oubli de tous ceux qui vous entourent. On est tout à cet instrument vibrant de vie. Le grand poète français Saint John Perse m'a dit « On a si peu de temps pour naître à l'instant ». Voilà ce qui me manque le plus dans une classe. La force animale me manque, la beauté du talon quand il sert à s'élancer dans la vie. C'est ça, je crois, plus que toute autre chose, le secret de ma solitude. Je ne me sens pas du tout unique, mais je sais que je suis d'accord avec Varèse, et je vais utiliser un mot que je n'utilise jamais, ni pour moi, ni pour quiconque, c'est le mot génie. Edgar Varèse, ce merveilleux compositeur français, qui a écrit de la musique pour moi et qui, par l'usage qu'il a fait des percussions, a ouvert de nouveaux champs de force musicale dont je n'avais jamais eu connaissance, me disait « Martha, tout le monde naît avec du génie, mais la plupart des gens ne le conservent que quelques secondes. » Il appelait génie cette curiosité qui incite à rechercher le secret de la vie. C'est cela qui m'épuise quand j'enseigne et me retrouve seul. On voit parfois sur scène quelqu'un qui manifeste une telle unité intérieure, si éclatante qu'on reste figé. C'est un don commun à tous, mais la plupart des gens ne le conservent que quelques instants. Je n'oublierai jamais ce soir où le téléphone a sonné alors que je m'étais attardé à l'école. Étant seul, je décrochais et j'entendis une mère qui voulait donner des leçons pour sa fille. Elle a du génie. De l'intuition, c'est exceptionnel. Cela doit être mis en valeur tout de suite. Vraiment ? Répondis-je. Et quel âge a-t-elle ? 2 ans, répondit la mère. Je lui expliquai que nous n'acceptions les enfants qu'à partir de 9 ans. 9 ans, s'écria-t-elle. Mais à 9 ans, elle aura perdu tout son génie. Madame, dis-je, si elle doit le perdre, il vaut mieux qu'elle le perde jeune. Je ne me suis jamais considéré comme ce qu'on appelle un génie. Je ne sais pas ce qu'est un génie. Je pense que l'image d'un chien de chasse convient bien mieux. Un fort et beau Golden Retriever qui rapporte les objets du passé et de notre commune mémoire du sang. Je pense que chacune de nos actions est révélatrice, qu'il s'agisse de la religion, de la politique ou du sexe. Voilà, me semble-t-il, une des merveilles de la vie. C'est ce que j'ai toujours souhaité. Montrer le rire, le plaisir, l'appétit, tout cela à travers la danse. Pour travailler, pour être en éveil, ne fût-ce que pour exister, on doit renaître à chaque instant. Il faut accepter de sentir, accepter d'être vulnérable. Que l'on aime ou non ce qu'on voit, c'est sans importance. Il ne faut pas toujours juger.
Mais on doit se laisser attaquer, se laisser émouvoir, et le corps doit être vivant. Quant à la façon d'animer ce corps, elle dépend de chacun. Je me souviens de la grande Volkova qui avait fui la révolution russe et enseigné l'art du ballet au Danemark. Curieusement, elle n'avait jamais appris le danois, seulement l'anglais. Un jeune homme avait accompli une extraordinaire série de sauts d'un bout à l'autre de la salle. Quêtant la louange qu'il avait conscience de mériter, il se tourna vers Volkova. Elle dit « C'était très bien, mais trop d'effets. » Quand un danseur est au sommet de sa force, il possède deux qualités fragiles et périssables. L'une est la spontanéité à laquelle on parvient après des années d'entraînement. L'autre est la simplicité. Mais une simplicité particulière. Cet état de simplicité évoqué par T.S. Eliot, dont le prix n'est rien de moins qu'un renoncement total. Combien de sauts Nijinsky a-t-il exécuté avant de réussir celui qui a étonné le monde? Des milliers et des milliers. Et c'est sa légende qui nous donne le courage, l'énergie et l'arrogance de revenir en studio en sachant que, si bref soit l'instant de naître, on retournera travailler parmi les autres afin de pouvoir une fois encore naître unique. C'est ça, l'univers d'un danseur. Dans ma vie de danseuse, j'ai connu tant de théâtre, tant d'instants. Mais j'ai toujours résisté à la tentation de regarder en arrière. À présent, je commence à sentir en moi, comme un trait de parcourant ma vie, une nécessité permanente. Les mythes grecs racontent que le fuseau de l'existence repose sur les genoux de la nécessité, la plus importante des parques dans l'univers platonicien. La deuxième parque file et la troisième coupe. Nécessité de créer, non? Mais d'une certaine manière, de transcender, de vaincre la peur, de trouver le moyen de poursuivre. Comment tout cela commence-t-il? Ça ne commence jamais, j'imagine. Cela ne fait que continuer. Je me revois enfant penché sur une grande pile de livres afin d'être à la hauteur du bureau de mon père. Celui-ci me montre une lame de verre sur laquelle il a placé une goutte d'eau. Tenant la lame entre le pouce et l'index, il m'interroge. « Que vois-tu, Martha ?» Je réplique naturellement. « De l'eau. »« De l'eau pure ?» demande-t-il. Je réponds. Je crois que oui, de l'eau pure. Je trouve un peu bizarre le comportement de mon père, je ne comprends pas où il veut en venir. D'une des hautes étagères surplombant son bureau, il descend alors un microscope qu'il pose devant moi. Il ajuste le store devant la fenêtre pour doser la lumière et installe sur le microscope la lame portant la goutte d'eau. Fermant un œil, j'applique l'autre à la grosse lentille noire. Je distingue alors ce qu'il y a dans l'eau et je m'exclame horrifié. « Mais ça remue !»« Oui, me dit-il, elle est impure. Souviens-toi de ceci toute ta vie, Martha. Il faut toujours rechercher la vérité. Rechercher la vérité, quelle que puisse être cette vérité, bonne, mauvaise ou dérangeante. » Je n'ai jamais oublié cet instant qui a dominé toute ma vie à la façon d'une étoile. D'une certaine manière, ce fut ma première leçon de danse. Un geste en direction de la vérité. Ma mère pesait moins de 50 kilos. Et mon père avait l'habitude de la porter dans ses bras dans la maison et dans l'escalier, sa chevelure bouclée lui tombant en cascade sur les bras. C'était une femme très délicate. Elle réagissait très bien à l'adoration de son mari. Je crois qu'ils s'aimaient et se respectaient beaucoup l'un et l'autre. Les rapports de maman avec notre père étaient presque ceux d'un enfant. Il la cajolait car elle était si petite, si jeune et si belle. Ils avaient des relations chaleureuses et fortes. Rien à voir avec le mouvement de libération de la femme qu'elle ne comprenait pas. Elle voulait être la femme de son mari. Dès le début, l'amour de mes parents l'un pour l'autre fut profond et tendre. Deux des lettres qu'il lui adressa à Allegny en 1891 avant leur mariage me font presque pleurer quand je les lis, et je n'ai pas la larme facile. Il commence l'une par « Ma chère petite Jane » et une autre par « Ma Janie bien-aimée ». Oh, la chaleur de ces lettres. Il écrit « Je suis terriblement triste de ne pouvoir venir te voir comme j'en avais l'intention. Mais accepte cette offrande florale et aime-moi jusqu'à samedi, au moins, quand j'espère te voir,
Écris-moi, s'il te plaît, ne fût-ce qu'un mot d'amour. Nul ne peut dire à quel point je languis